Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Avant que cette vidéo commence, je me dois de vous dire que vous regardez la version courte de ce travail. La version longue est tout aussi complète, mais je pense qu'il y a certaines blagues que YouTube ne va pas apprécier. Alors j'ai dû la diviser en deux parties. Cependant, si elle vous intéresse, une fois sortie, je la mettrai en nom répertorié dans la description, donc vous aurez juste à cliquer sur le lien. Ensuite, cette vidéo a été publiée par moi-même, et a été donc écrite par moi-même. Cependant, le fruit des recherches, et qui ont fait un travail incroyable, je reparle à la fin de la vidéo, ont été faits par deux autres personnes que je remercie infiniment pour leur travail de qualité. Alors évidemment, je me dois de les créditer. Comme vous avez pu le lire, cette vidéo donc abordera le Second Empire et la Seconde République, ainsi que sa chute et très rapidement les conséquences que ça a eu. On s'abordera aussi sur certains personnages comme Napoléon ou encore Lamartine. Si vous avez envie de vous renseigner un peu plus sur ce travail-là, parce que j'ai fait une vidéo très succincte, je vous invite à aller voir les noms qui s'affichent actuellement à l'écran, qui seront, je pense, les meilleures références que vous pourrez avoir en complément de cette vidéo. Bref, cette intro est bien trop longue, les détails à la fin de la vidéo. Dans l'outro, bon visionnage. Avec la fin de la Restauration, un gouvernement provisoire prend sa place. Et avec elle, une de ces grandes figures gagne encore en influence. Je parle évidemment de Lamartine, politicien, orateur, poète, aristocrate ayant participé à la remise en place de notre drapeau tricolore, ministre des Affaires étrangères durant le gouvernement provisoire. Ah, c'est sûr que c'est pas joli rigolo, hein. Cependant, face à lui, on retrouve un adversaire dont le nom de famille vous paraîtra tout aussi familier, Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, né le 20 avril 2008, mort le 9 janvier 1973, il fut monarque et homme d'État, tout comme l'a été Napoléon Ier. Bon, tout le reste vous le verrez dans la vidéo, mais j'aime aussi préciser avant ça, parce que je ne reviendrai pas dessus, qu'il a fait un coup d'État, avant celui qu'on reverra plus tard dans la vidéo. En 1848, mais ce dernier a échoué. Nos deux camarades ont alors se présenter aux élections de 1848 pour devenir le premier président de la Seconde République. Mais grâce au grand titre de noblesse de sa famille, Louis-Napoléon Bonaparte est élu Premier ministre de la Seconde République. Outre le fait que Napoléon Bonaparte avait déjà pas eu très bonne réputation de son vivant, on passera outre. Il y a évidemment des points à retravailler en termes d'esprit critique. Mais soit. Cette nouvelle république est marquée d'avancées majeures pour son époque. La liberté de la presse le 4 mars, le suffrage universel le 5, l'abolition de l'esclavage le 27 avril, mais aussi des avancées dans les droits des travailleurs obtenus auprès des manifestations. Évidemment, tout n'est pas acquis. Le droit des femmes, et ne serait-ce que le droit qu'ils ont de voter, est complètement passé à la trappe. On est encore sur le code pénal de Napoléon Ier qui interdisait aux femmes de, par exemple, porter des jeans et étaient considérées comme mineures, c'est-à-dire qu'elles avaient les mêmes droits qu'un enfant. Ils n'avaient même pas un droit de regard sur leurs enfants, elles étaient considérées comme secondaires dans leur éducation. C'était malheureusement une époque qui a été très sombre et qui fut affreuse pour les conditions de la femme telles qu'on les connaît aujourd'hui. On peut même pas dire que pour l'époque c'est pas si mal parce qu'on a vraiment rien eu pour elle. Mais aujourd'hui, heureusement, les droits se sont améliorés. Oui. Mhm. Ouais, non, non, oui, d'accord, mais oh, ouais. Bon, ok, je vais j'en rappelle tout de suite. Pardonnez-moi, on me faisait passer un message que je devais parler de George Sand. Ça aurait été super de le mettre dans le script, enfin bref. Mais oui, George Sand, qui était autrice socialiste, donc du 19e siècle, né le 1er avril 1804 et morte le 8 juin 1878. Amartine Aurore Lucie Dupin de Franceuil, de son vrai nom, c'est infini, écrira tout au long de sa vie à peu près 70 œuvres, dont Indiana ou Lélia. Après la misogynie de certains de ses ennemis, elle prendra un nom masculin, qui sera le nom de Plume, George Sand. Elle prendra aussi parti activement contre l'exil de Victor Hugo par Napoléon III, et en prenant des partis politiques socialistes, pardonnez-moi, qui se développent un peu partout en Europe, et je crois que c'est tout. Ok, bon, désolé pour cette interlude, mais je devais en parler, donc maintenant c'est fait. Bon, petit saut dans le temps, nous sommes en 1851, et Louis-Napoléon
commence à être un peu tendu. Ça fait maintenant 3 ans qu'il est au pouvoir et on lui a interdit de rester au pouvoir plus longtemps. Alors il décide. Réponse A, de lâcher le pouvoir. C'est la règle après tout. Réponse B, de se présenter. Pourquoi ne pas ne re-être élu après tout. Réponse C, faire un coup d'état armé parce que c'est la tradition de la famille. Réponse D, c'est la réponse D. Ah oui, 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 oui. Bah oui, malgré son mandat terminé, Louis-Napoléon Bonaparte reste au pouvoir. Et c'est le matin du 2 décembre 1851 que Louis-Napoléon Bonaparte édicte 6 décrets proclamant la dissolution de l'Assemblée législative et du Conseil d'État, le rétablissement du suffrage universel masculin, la convocation du peuple français à des élections et à la préparation d'une nouvelle constitution. Promulguée le 14 janvier 1852 pour succéder à celle de février 1848 qui a duré moins de 4 ans, cette nouvelle constitution établit un régime présidentiel autoritaire, le Second Empire. Louis-Napoléon prend alors le nom de Napoléon III, nom d'eux par respect pour son neveu qui était censé avoir son nom mais qui malheureusement mourra beaucoup trop tôt, et, et qui rend la Seconde République un état autoritaire et fermé, bien plus proche de celui du Premier Empire que de la Seconde République. Celui-ci prend le second de Second Empire. Comme déjà dit, cela se rapproche beaucoup d'un état autoritaire que l'on connaîtra beaucoup plus tard, même si dire ça aujourd'hui est un peu un anachronisme. Beaucoup de retours en arrière sont faits, comme la liberté de la presse, ou encore les droits des... Ah bah non, ça, toujours. Ça, c'est toujours pareil. L'objectif évident est de ne pas laisser une révolte s'installer et de permettre à la France de se développer, car il faut rappeler que la France, à cette époque, est entre deux crises économiques lui permettant de se développer, de profiter pleinement de cette richesse venue de l'autre côté de la Manche par les Britanniques ayant commencé la révolution industrielle. Mais c'est aussi là que Paris connaît d'importantes mutations comme l'architecture haussmannienne, qui lui permet une plus grande accessibilité et de mettre en valeur ses avancées économiques de la ville. Cependant, vers 1860, avec l'avancée du socialisme moderne et du prolétariat en Europe, Industriel. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est une période pleine de contradictions. À présent, les outils et les lieux où travaillent les ouvriers appartiennent aux patrons. Jamais autant de biens et de richesses n'avaient été produits en si peu de temps. Et pourtant, les travailleurs et travailleuses ne pouvaient toucher ces richesses que lorsqu'ils participaient à les créer pour le bénéfice de leur patron. Et les mecs, est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu pour des cons en fait? Maintenant que tu le dis, ouais, un peu, ouais. On assiste à la création de ce qu'on appelle le prolétariat. Et c'est dans ce contexte qu'émerge le Napoléon III accordera alors certains droits aux travailleurs, comme le droit de propriété privée, mais aussi de grève. Pas trop, faudrait pas qu'ils se croient tout permis, c'est gaucho. Mais à l'époque, le système économique capitaliste avait principalement au paternalisme, soit ton patron te donne tout, paye tout pour toi, habites à côté de ton taf, mais tu peux pas lâcher ton taf sinon t'es à la rue. Charmant, n'est-ce pas? Durant ce temps, ce sont des conflits extérieurs qui creuseront la tombe du Second Empire. Après la demande de Victor Emmanuel II, duc de Savoie, qui est à l'époque un territoire italien, et suivant sa volonté de liberté des peuples et son amour pour l'Italie, Napoléon III prend part à la guerre d'unification de l'Italie. Mais alors que cette guerre menée par une partie de l'Italie, la France et la Prusse, contre l'Autriche qui allait être une victoire totale, Napoléon se rappelle que le pape Pie IX est à Rome. Et ça la fout mal d'aller se mettre les catholiques à dos, alors il retarde l'avancée, ce qui ne plaît pas à la Prusse. Ces derniers entament alors une guerre contre la France. Cette guerre durera 7 longs mois, et du point de vue de l'histoire du XXe siècle, elle aura un impact massif dont on reparlera après. C'est à la suite de différentes erreurs stratégiques que Napoléon III enchaîne les erreurs sur le champ de bataille, donnant in fine un siège sur Paris, et la Prusse récupérant l'Alsace à la fin de 1871. Napoléon III abdique alors face à cette défaite cuisante, et suite à un début de mouvement de foule, donnant sens à la Commune de Paris et la fin du Second Empire. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Bien après, comme je vous l'ai dit, on a eu la Commune de Paris, probablement la révolte la plus meurtrière du XIXe siècle, mais aussi la récupération de l'Alsace par l'Empire allemand tout juste proclamé, qui indirectement sera la cause de la Première Guerre mondiale, et donc de la Seconde. Mais finalement, c'est aussi la mise en place d'une vraie république de manière durable. Finalement, c'est le traité de Francfort aussi qui marquera un armistice entre la France et le Reich allemand. Wikipédia nous dit: le traité de Francfort est un traité mettant fin à la guerre franco-allemande de 1870-1871, signé entre la République française et l'Empire allemand à Francfort sur le Main le 10 mai 1871 sur l'initiative du chancelier allemand Otto von Bismarck, à la suite de l'armistice franco-allemand demandé par le gouvernement de la Défense nationale.
le 28 janvier 1860. Il a la particularité d'être signé par un gouvernement qui ne contrôle pas l'intégralité du territoire français non occupé. En effet, la Commune de Paris, dont les membres considèrent la capitulation à Bismarck comme une trahison, n'a pas encore été réprimée. Le traité prend acte de la défaite française et prévoit la sécession de l'Alsace-Moselle, qui devait un territoire du Reich allemand, ainsi que le versement de l'indemnité de guerre de 5 milliards de francs or garantis par l'occupation d'une partie du territoire. Il va peser de façon durable sur les relations entre la France et l'Allemagne. Je n'avais pas le bout de cette vidéo. Mais c'est fait, yeah! Putain, enfin. Bon, ouf. Alors comme je vous l'avais dit, il y a une dizaine de minutes de cela, 2 autres personnes m'ont aidé à faire cette vidéo. Et pour être honnête, ils ont fait 2 tiers du travail à côté et j'ai vraiment pas fait grand-chose à part être votre humble présentateur. Alors évidemment, je les remercie une nouvelle fois infiniment car sans eux, je n'aurais pas pu faire ça. Merci d'être resté là aussi longtemps, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite et une fois sorti, je vous invite encore une fois à aller jeter un œil à la version complète de ce travail.